j'ai eu d'ailleurs la même réflexion en lisant votre livre. Je me suis dit que c'est pas par hasard, très sérieusement. Je pense que nous avons dans cette présentation de Blandine Kriegel, on retrouve le commentaire de Jacques-Alain Miller qui nous dit que c'est un livre extrêmement érudit. Vous imaginez le nombre de pages écrites et le nombre de pages qu'il faut lire pour dire tout ça. Et en même temps, disait-il, ce livre pourrait se réduire à quelques matins. Je propose ça comme un travail de fin d'études de quelqu'un de la section clinique, de lire le livre de Blandine et de nous l'écrire en quelques matins. Ça me semble possible, effectivement. Je pense que, par exemple, on pourrait insérer ces questions dans les formules du discours du maître. Et on trouve là, je pense, une certaine préoccupation commune de la psychanalyse et du discours du maître, qui est celle de savoir comment distribuer les jouissances. Je dirais que dans la terminologie de Blandine, telle que je la comprends, la jouissance se trouve autour de la guerre, de la force. Les guerres sont des bains de jouissance. Et donc, la question c'est comment faire avec ça, et si je comprends bien, il y a eu une idée de la philosophie de la République que cette jouissance-là pourra se résorber en grande partie dans l'état de droit. L'état ne sera plus basé sur la force, mais sur le droit, et que je pense que personne, en tout cas, nous avons toujours des guerres, même dans les républiques. Non. Je peux juste faire une parenthèse. Pierre Asner, un jour, a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit on s'est toujours moqué, n'est-ce pas, vous savez, du traité de perpétuel de Kant, enfin, etc. Mais, dit-il, finalement, ces hommes du XVIIIe siècle qui croyaient à la perpétuelle, c'est une idée de la raison, dit Kant lui-même, eh bien, on n'a pas suffisamment remarqué qu'aucune république, et c'est profondément vrai, n'a fait la guerre à une autre république. Depuis que les républiques existent, la France n'a pas fait la guerre aux États-Unis, n'a pas fait la guerre à l'Angleterre. Non, les républiques ne se font pas la guerre. Oui, les républiques ne se font pas la guerre entre elles. D'accord. Ok, voilà, vous répondez. Alors, attendez, je vais. On va passer d'abord la parole à Isabelle Durand, parce qu'elle va tout simplement partir à 9h. Nous, on va rester. Est-ce que vous voulez réagir spontanément ou est-ce que vous voulez que je vous pose une question? Parce que j'ai des questions à vous poser aussi. On peut faire les deux, en fait. Commençons par là. Mais d'abord, après un exposé aussi brillant, complet, nourri d'une série de références, c'est difficile de prendre la parole, mais je vais quand même y risquer parce que je suis moi aussi à ciel ouvert et finalement content de pouvoir dialoguer ou discuter d'un autre point de vue que celui du travail de Blandine Kriegel. Et donc, en vous écoutant et en ayant parcouru votre livre en préparation de cette soirée, c'est vrai que je ne suis pas étonnée, surtout en vous écoutant, quand je vois, moi, de là où je me trouve au Parlement européen, les relations entre les cultures politiques des uns et des autres, je ne suis pas étonnée de la particularité de la relation de la culture politique française vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis des autres États membres de l'Union européenne. Et je pense que nous avions une discussion récemment sur un projet qui me tient assez à cœur, qui est la création d'une maison de l'histoire de l'Europe à Bruxelles. Et dans la discussion autour de ce projet, qui est évidemment toujours très très critiqué par tous les eurosceptiques, et pour cause, puisqu'évidemment, ceux qui ne veulent pas d'avenir pour l'Europe n'ont pas du tout envie qu'on parle de son passé. Et je trouve que ce que vous nous expliquez est très très intéressant sur la généalogie des références politiques, à la fois à la française, la républicité, la République d'État, l'ensemble de ces concepts montrent bien à quel point on a besoin, comme de pain, de parler ensemble de notre passé, si on veut essayer d'avoir un avenir commun. Et je trouve que ça fait largement défaut actuellement, où pour toutes sortes de raisons, bonnes et mauvaises, peu importe, la politique est évidemment tellement amenée à gérer l'immédiat,
éventuellement parfois avec une vision prospective, mais généralement une prospective à assez court terme, elle omet de se pencher sur le passé, et je pense que ce passé est terriblement structurant de l'avenir. Deuxième remarque que je me faisais en vous écoutant, la question du droit qui devient le légicentrisme, l'antidote de la violence ou de la guerre. C'est vrai, évidemment. J'ajouterais à ça, dans une vision plus prospective, de par mon expérience, parce que moi, c'est la seule chose que je peux mettre en avant dans ce dialogue, c'est que le droit, il a lui aussi ses limites. Ses limites au sens où son interprétation, son utilisation, parfois son instrumentalisation à des fins diverses, l'ingénierie que l'on peut développer pour le contourner, la façon dont on peut le tricoter ou le détricoter, aboutit à ce que la chose politique aujourd'hui, elle fait l'objet de tant et tant de méandres divers, de complexité dans le processus de décision politique à tous les échelons d'ailleurs, y compris parfois même à l'échelon local, même si là ça apparaît comme plus aisé, mais a fortiori à l'échelle européenne, où se croisent les cultures politiques, les idéologies, les approches, les frustrations du passé. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on voit avec le couple Sarkozy-Merkel est extrêmement révélateur aussi d'une façon de penser l'Europe qui est en tout cas pas celle dans laquelle moi je nourris des espoirs pour l'avenir. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la complexité de nos démocraties est telle qu'on a ajouté, enfin on a une série de couches nouvelles qui s'ajoutent à toute cette histoire ancienne avec laquelle nous devons tous vivre, avec laquelle nous devons assumer pleinement. S'ajoute à ça d'abord la question de la complexité de la gouvernance. La complexité parce que tout simplement on a, je dirais, laissé entrer dans la chose politique une série d'acteurs privés, d'acteurs institutionnels, d'acteurs lobbyistes, d'intérêts divers. La politique s'est dessaisie d'un certain nombre de choses qu'elle a laissées à d'autres et aujourd'hui s'en retrouve fort dépourvue comme petits insectes. Donc, d'une part, il y a une grande complexité dans la prise de décision et dans les interactions. Deuxièmement, il y a aujourd'hui ce qui évidemment n'existait absolument pas, y compris dans les années 60, auquel vous faisiez référence en parlant de ce qui a forgé votre propre réflexion, c'est évidemment l'immédiateté de l'information. Elle est permanente, alors je dis de l'information, c'est pas l'information avec un grand I qui serait la bonne, c'est l'immédiateté des informations de toute nature, de tout type qui s'entrechoquent en permanence et l'évolution incroyable des nouveaux médias fait qu'en quelques années, le monde a complètement changé, que ce soit au bout de la planète où on regarde sur une télévision, sur un téléphone portable, et on l'a vu dans le cadre des révolutions arabes, à quel point, avec des choses absolument incroyables positivement, dans le sens où on a eu des images de Homs, des endroits où votre ami psychanalyste a été arrêté et heureusement libéré, mais on a eu des images incroyables par ces téléphones portables, de choses qu'on n'aurait jamais su et que les régimes nous auraient bien cachées si ces téléphones portables n'avaient pas existé. Et en même temps, c'est porteur aussi du fait que ça véhicule un peu de tout à tout moment et surtout qui crée aussi à la fois une très grande information mais une très grande confusion. Donc troisième élément, je pense qu'aujourd'hui on est dans une gouvernance complexe par le fait qu'elle est multiniveau. Un certain nombre de décisions se prennent et doivent se prendre à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Penser aux questions écologiques et climatiques qui ne se posaient évidemment pas du tout, ni même dans les années 60 ou très peu, on ne les envisageait pas du tout comme ça, mais aujourd'hui on n'envisage pas que la question climatique puisse se régler autrement qu'à l'échelle planétaire, sans quoi, je dirais, on passe à côté de l'ensemble du problème. Or, il y va de notre survie, ou en tout cas de celles qui nous suivront, des générations qui nous suivront, et donc à un niveau mondial, à un niveau européen dans lequel nous balbutions à essayer de créer un modèle inédit, particulier, dans lequel d'ailleurs je suis toujours étonné de voir à quel point ce sont les Européens eux-mêmes qui, pour de bonnes raisons parfois et d'autres moins bonnes, deviennent presque, ont des indigestions d'Europe, alors que dès qu'on est à l'extérieur de l'Europe, vous allez dans les pays arabes, vous allez en Amérique latine, vous allez ailleurs dans le monde, il y a un émerveillement devant la construction européenne, tout ce qu'elle peut représenter comme espoir, alors que souvent les Européens eux-mêmes, et d'ailleurs on le sent à chaque élection, dans chaque État membre aujourd'hui, les mouvements nationalistes et populistes gagnent du terrain, y compris au cœur de l'Europe. Ce qui se passe en Hongrie n'est quand même pas extrêmement rassurant, et même, je dirais, donne un peu froid dans le dos par rapport à d'autres époques qu'on a connues, et où démocratiquement, en tout cas sous des formes a priori démocratiques au sens du suffrage universel et du respect jusqu'à un certain point
du droit. Et justement, c'est bien là que l'Union européenne doit intervenir pour dire que ce n'est pas le respect du droit et que la Charte des droits fondamentaux n'est pas respectée. Et que donc la Hongrie est en infraction grave et qu'à ce titre, il y a des choses à faire. Mais donc, la gouvernance à multiniveau, européenne, mais aussi bien d'autres pôles, parce que le monde est devenu complètement multipolaire. Peut-être qu'à l'époque de Guillaume d'Orange et des Provinces Unies, on était dans un monde dont on ignorait beaucoup de choses sur ce qui se passait à plus de 10 000 km de là où on se trouvait. Aujourd'hui, pas du tout, évidemment. Et les choses sont tellement rapides, les évolutions tellement rapides qu'elles nous obligent à des réactions qui sont parfois extrêmement difficiles à élaborer. Les nouvelles technologies d'une part, et enfin les questions des citoyens européens et les questions qu'ils se posent, parce que est-ce que la démocratie représentative telle que nous la vivons dans nos États modernes, républicains ou monarchiques ou autres, est-ce que cette démocratie-là représentative, avec un suffrage universel, un homme, une voix, est totalement satisfaisant pour nourrir notre soif de participer ou d'avoir une représentation convenable ou correcte? Je n'en suis pas sûre et je pense qu'aujourd'hui on doit vraiment s'interroger sur toutes les formes de démocratie complémentaires à la démocratie représentative qui peuvent nourrir ou rassurer des citoyens un peu perdus, un peu qui ont le sentiment que les gens qui les représentent, vous avez vraiment bien explicité l'émergence de cette représentation voulue, où on délègue à un gouvernement. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, en Belgique, en France ou ailleurs, en Europe, considèrent qu'ils ne sont pas représentés par leur gouvernement. Ils le trouvent illégitime. Éventuellement, ils iront pas voter pour lui ou pour un autre, mais ils ont un grand sentiment de frustration à l'égard de la représentation qu'effectuent d'autres en leur nom. Et donc, je pense qu'on doit vraiment revoir, je pense que des systèmes aujourd'hui qui sont tout à fait nouveaux, comme la construction des savoirs via Wikipédia, via des formules comme celle-là, doit nous interroger aussi sur des modes de construction d'une citoyenneté ou d'un rapport à la démocratie qui ne sera plus seulement la délégation à un gouvernant dans le cadre d'une république ou d'un État européen. Alors on en est encore loin, parce que la figure de pouvoir, à l'échelle européenne, c'est plutôt les figures, et la confusion des figures entre les deux chefs d'État que j'étais tout à l'heure, qui font beaucoup parler d'eux, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen, la haute représentante aux affaires étrangères qui est censée parler au nom de l'Union, mais qui se fait immédiatement, je dirais, taire ou damer le pion par l'un ou l'autre. Et donc, dans cette confusion des figures du pouvoir européen, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire pour que des États, comme la France par exemple, ce qui lui serait extrêmement difficile, acceptent de perdre, parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, accepter de perdre une partie de la souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne qui doit alors, elle, évidemment, faire l'objet d'un contrôle démocratique, ce qui aujourd'hui est insuffisamment le cas, même si le Parlement a gagné en pouvoir. Il est clair qu'aujourd'hui, dans toute la crise financière, etc., il y a une très très grande frustration des citoyens de voir les États membres se voir imposer, entre guillemets, des mesures par une Union européenne froide, technocratique et bruxelloise, alors que leurs parlements nationaux n'ont rien à dire et que le Parlement européen, par ailleurs lui-même, est frustré de pouvoir intervenir dans ce débat. Donc il y a vraiment une question démocratique qui est posée, je trouve, avec une très très grande puissance aujourd'hui. Et je suis pour ma part à la fois enthousiaste et volontaire et très déterminé, mais en même temps lucide sur ce que seront les prochaines élections européennes, ça c'est très très bientôt, mais ce que sera aussi le projet européen dans les 10 ou 15 ans qui viennent si les populismes et les nationalismes continuent de gagner du terrain de façon insidieuse, de façon, comment je vais dire, en caressant la partie la plus sombre de l'âme humaine, enfin en tout cas celle dans laquelle il est facile d'aller caresser des petits côtés que nous avons tous, ou que tout citoyen, tout humain, mais en faisant rarement appel à l'intelligence ou à l'émancipation. Et je termine par là en disant, c'est ça qui m'a aussi intéressé quand j'ai été invité cette première fois à Paris. Et mon rapport à la psychanalyse, il est assez lointain, sauf par le côté qui est celui qui me plaît le plus, qui est la logique de liberté et d'émancipation, et qui est celle qui est pour moi la valeur, je dirais, suprême, mais qui est difficile à construire dans un monde extrêmement complexe, a fortiori à l'échelle européenne.